Bonjour, pour ce nouveau café, nous recevons Juliette Renaud de l'INSPE Centre Val-de-Loire, donc autour de l'Université d'Orléans, et elle est plus particulièrement installée dans le laboratoire RK. Bonjour Juliette. Bonjour Marc. Alors ce café, il est un peu la suite d'autres cafés, donc on a l'habitude d'enregistrer des cafés, et notamment je fais référence au café numéro 19 autour de Pearls, que Patricia Schillings, que tu connais bien, hein, Exactement. et Virginie Dupont nous avait présenté. Donc, alors là, on essayait d'évaluer les résultats en lecture, et puis toi, tu t'occupes d'enseigner à des futurs enseignants comment on enseigne la lecture, et puis tu fais des recherches dans le domaine de la lecture, et puis tu produis des outils. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dépatouiller tout ça? Oui, donc dans l'actualité, l'outil Lecture Doc qui va bientôt paraître au mois de juin aux éditions Retz et qui vise à enseigner, ou en tout cas à tenter d'améliorer l'enseignement de la lecture documentaire papier et numérique. Donc, c'est un outil qui finalement a un double objectif, hein, c'est d'améliorer cet enseignement et aussi de former les enseignants aux principes didactiques et pédagogiques pour enseigner ces compétences en lecture documentaire numérique et papier. Donc peut-être on va l'évoquer, mais en tout cas c'est un mode de conception de l'outil qui est particulier pour viser ces deux objectifs. Ce qui est déjà particulier, c'est que des chercheurs se mettent à produire des outils en éducation et dans le monde francophone. C'est pas tabou de faire des outils? On peut faire des outils? On peut faire des outils. Alors, c'est bien un outil qui ne vise pas simplement à enseigner, à faire faire aux enseignants, hein, mais c'est à expliciter les principes didactiques et pédagogiques sous-jacents pour que lorsqu'ils enseignent ces stratégies de lecture, ils soient conscients en même temps des résultats de la recherche, qu'ils ne fassent pas à l'aveugle le scénario qui est proposé dans l'outil, mais en étant pleinement conscients de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment on leur propose de le faire. C'est un outil pour apprendre à réfléchir, en quelque sorte, ou à se référer à des connaissances sur comment on fait. Exactement. D'accord. Exactement. Donc ce n'est pas quelque chose où on suit de la page 1 à la page 200 en exécutant bêtement. Tout à fait, parce qu'il y a des présupposés pour pouvoir concevoir ces outils qui se conçoivent avec et pour les enseignants. Donc dans ce « avec », il y a une démarche qui est collaborative. Ce n'est pas un chercheur qui tout seul a conçu, moi je n'ai pas conçu toute seule, sur un bout de mon bureau cet outil. Donc il y a cette démarche collaborative. Et pour les enseignants, ça veut dire que on ne va pas concevoir avec tous les enseignants français. Donc on va dire, est-ce que c'est digne d'un passage à l'échelle? Est-ce que c'est digne d'être diffusé auprès de l'ensemble des enseignants? Donc derrière, il y a l'idée de tester la robustesse, la validité de cet outil pour savoir si on peut l'éditer. Donc là, j'annonce qu'il va être bientôt édité, donc probablement... Chez Retz, on trouve de toute façon la référence en dessous, donc là, c'est le placement de produit. Mais toi, ta plus-value, finalement, dans cette opération, c'est de montrer que ça marche. Exactement. Ah, et comment est-ce qu'on sait si ça marche? Alors, avant de savoir si ça marche, on a eu beaucoup d'étapes. Alors déjà, c'est une démarche de conception. Moi, je l'ai reprise de Roland Guagou et Sylvie Seb, qui conçoivent leurs outils de cette manière, en conception continuée dans l'usage. Et continuer, ça veut dire que ça a débuté, Marc, depuis bien longtemps. Moi, j'ai débuté ce travail de conception en 2017. Et on a l'édition maintenant qu'en 2024. Donc, il y a vraiment un bout de chemin. Donc, voilà, avant de parler de cette évaluation, peut-être que je peux revenir sur les différentes étapes avant d'évaluer l'outil. Alors, on va dire que le présupposé, c'est qu'il n'y aurait pas d'un côté les chercheurs qui sauraient et les praticiens qui feraient. Mais l'idée, c'est de travailler ensemble comme améliorateurs. Voilà. Donc, on se dit, c'est issu des travaux d'ergonomie, qu'ils ont tous, chercheurs comme praticiens, des savoirs différents, mais d'égale valeur.
C'est joli. D'accord, c'est très très joli. Donc, on ne fait pas tous la même chose, sinon ça ne sert à rien d'avoir des gens différents. Ils sont différents, donc ils font aussi des choses différentes, mais ils sont complémentaires. Exactement, exactement. Et on essaye justement de tirer parti de cette complémentarité. On va dire qu'il y a 3 étapes pour concevoir un outil en conception continue dans l'usage. En tout cas, je vais parler des étapes par lesquelles je suis passée pour concevoir LectureDoc cycle 3, donc pour les enfants, les élèves de 9-12 ans. Voilà. Donc la première étape, alors là je vais me contredire un peu, mais c'est le chercheur qui fait ses revues de littérature, bien entendu, qui va essayer d'identifier quelles sont les difficultés des élèves, quelles seraient les pratiques efficaces dans l'enseignement de la lecture documentaire, et puis quelles sont les pratiques ordinaires des enseignants. Donc là, les enseignants sont absents en somme. Enfin, ils sont présents par les revues de littérature, mais il n'y a pas encore ce travail de collaboration qui aurait débuté. Et au regard de ces revues de littérature, eh bien, le chercheur va proposer un prototype, un premier prototype qui serait un compromis entre le souhaitable du point de vue de la recherche et le réalisable du point de vue du terrain. Il essaye d'à chaque fois d'avoir finalement ces deux champs, ça c'est très très fort, d'avoir d'un côté une exigence scientifique et puis une exigence empirique. Et finalement, le terrain arrive surtout dans la deuxième étape de cette conception continue dans l'usage, où là, ce premier prototype va être mis à l'épreuve du terrain. Et donc, on va commencer à travailler avec des praticiens. Donc, en général, on les choisit dans les réseaux d'éducation prioritaire, des enseignants qui seraient chevronnés auprès d'élèves, plutôt en difficulté. Facile, pas le plus exactement, facile, exactement. Et puis, on va travailler avec eux sur cette première proposition, ce premier prototype, cette première hypothèse de travail. Et là, on ne va pas essayer de légitimer notre proposition, mais vraiment de se dire, alors, une fois que c'est à l'épreuve du terrain, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et là, on va avoir plusieurs cycles de conception-amélioration pour rendre l'outil toujours plus utile, utilisable et acceptable. Et pour ça, on va à chaque fois avoir un nombre d'enseignants de plus en plus important. Donc la première année, nous, par exemple, on en avait 12. Qui ont fait des propositions. Voilà. Donc on a eu un deuxième prototype. Et ce deuxième prototype a été mis à l'épreuve des 12 du début, mais aussi des nouveaux, pour être sûr que ça ne correspondrait pas juste aux 12. C'est exactement ça, mais que ça correspond encore à d'autres. Et puis nous, ça n'a pas suffi de cycle de conception-amélioration, donc il en a fallu encore un autre pour à chaque fois augmenter le nombre d'enseignants qui entraient finalement dans la danse pour arriver à un moment à stabiliser un prototype. Et c'est là où entre l'évaluation, je viens répondre à cette question, où nous avons eu pendant 2 ans une étude longitudinale pour essayer d'observer s'il y a des effets sur les apprentissages des élèves. Et ça, j'y tiens. C'est pas tant sur est-ce que les élèves sont contents de faire LectureDoc, est-ce qu'ils sont motivés non, ça n'entre même pas dans nos critères. Mais est-ce qu'on voit une différence entre les élèves qui auraient vécu un enseignement avec LectureDoc et puis d'autres où les enseignants n'auraient pas spécialement enseigné la lecture documentaire et d'autres qui l'enseignent à leur manière. D'accord. Voilà, donc on a un groupe témoin actif pour essayer de voir, parce que si finalement, lorsque les enseignants l'enseignent à leur manière, ils y arrivent aussi bien. Quel est l'intérêt de diffuser l'outil? Aucun, absolument aucun. Et donc, au bout de 2 ans, c'était un laboratoire externe qui a traité les données. On a eu 350 élèves, donc on avait quand même un beau panel, même si on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Voilà. On s'est rendu compte que avec l'outil LectureDoc, oui, les progrès étaient plus importants, mais là où quand même je ne vais pas vendre du rêve, nous avions un groupe LectureDoc accompagné. Donc des enseignants qui mettaient en œuvre avec l'aide de conseillers pédagogiques. Et en général, ce groupe-là obtient de légers, mais en tout cas les élèves, de meilleurs résultats que dans le groupe LectureDoc non accompagné. Donc
Voilà. Donc il y a de la place pour la formation, l'accompagnement, c'est ça, le c'est suivi des ça, c'est enseignants. ça. Alors que dans l'idée, dans la conception continue, dans l'usage, c'est l'outil doit fonctionner tout en seul. autoportance. D'accord. C'est un terme de Patricia Schillings que vous avez reçu. Voilà. Et nous, C'est pas si peut-être simple. que cette C'est pas si autoportance, simple. exactement. Donc on fera mieux peut-être avec un outil lecture doc pour le cycle 2, parce que voilà, peut-être que là, en revanche, et peut-être voilà, pour finir sa note positive, les enseignants témoins actifs, ça veut dire que ceux qui l'enseignaient à leur manière, eh bien, les élèves ont de moins bons résultats au post-test. Ah oui, d'accord. Okay, donc on voit le poids quand même des pratiques pédagogiques. Bon, alors là aussi, c'était pas vraiment significatif parce que ce groupe-là, il n'y avait pas énormément d'enseignants, mais ça montre quand même l'impact des pratiques sur les apprentissages des donc élèves. il ne suffit pas d'avoir un outil, il faut savoir l'utiliser, comprendre comment on doit l'utiliser, en évaluer les effets, sinon on reste dans l'ignorance. Il faut être modeste parce que, en fait, ça ressemble, quand tu me racontes ça, ça ressemble plus à la fabrication d'une voiture et des crash tests. On pense qu'on a une idée, et puis avec cette idée-là, on va essayer de la vendre, on va vendre son prototype, puis on va le bousiller, on va le secouer, on va le malmener, et puis on va dire c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, et on va le revoir. Donc c'est vraiment l'idée de prototype. Moi, je trouve que ça, on retrouve, et il faut accepter de faire ça, alors que souvent, on est plutôt dans le modèle gourou, on a quelque chose, on est persuadé, et on essaie d'avoir des adhérents. Tout à fait. Ouais, donc mais ça me semble aussi particulièrement important de le souligner. Et ce qui me semble aussi, quand on parle par exemple de labellisation aujourd'hui, peut-être que vous avez aussi des critères qui sont vachement intéressants pour savoir ce qu'on devrait labelliser ou pas labelliser. Quand on voit un manuel aujourd'hui qui est en 2 ans mis sur le marché sans autre preuve de fonctionnement, je crois que ce que tu nous dis là... Et c'est très long, nous, ce processus-là. Quand on voit que nous avons commencé en 2017, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais pour être sûr de ne pas mettre dans les mains des enseignants, parce que c'est dur de s'approprier un outil, de le mettre en œuvre, de comprendre la logique des concepteurs. Donc, alors qu'on a, même dans un pays comme la France, ça nous épate toujours, de dire qu'on a un foisonnement de manuels au motif que la liberté, c'est ça qui compte. Si on avait un manuel d'État, ce serait catastrophique. Mais à tout prendre, il vaut peut-être mieux moins de manuels, moins d'outils, mais qui fonctionnent, qu'on ne sait pas quoi, qu'on peut choisir, mais dont on ne sait pas sur quelle base on va les choisir. Alors nous, la voie était libre, on va dire, parce que pour l'enseignement de la lecture, compréhension des documentaires, il n'y avait rien. Donc voilà, on n'a pas eu en tout cas de concurrence en se disant, bon alors comment est-ce déjà enseigné ? Il n'y avait pas grand-chose. C'est plutôt enseigné de manière implicite, en somme, à travers les sciences, l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civique, mais pas tant en tant qu'objet. Voilà. C'est finalement ce documentaire qui va véhiculer des connaissances, qui sert d'outil porteur de connaissances, mais pas étudier le documentaire en tant que tel pour les stratégies, alors que c'est une compétence qui va servir ensuite même dans les études supérieures. C'est ce que montrait bien Patricia et sa collègue aussi à partir de Pearl. Ça, c'est que souvent, on se dit après la 2e année, on a appris à lire et c'est basta, c'est fini. Et puis la lecture documentaire, c'est les profs de sciences et puis on se débrouille tout seul. Et puis là, c'est plus des gens spécialisés dans la lecture et on fait comme si on l'avait fait, comme si on savait faire. D'où l'intérêt de stratégies explicites. Exactement. Mais c'est quoi cette histoire ? Parce que, alors, à Mons, on a l'habitude de l'enseignement explicite, mais toi, tu parles de stratégie explicite ou de... Alors, nous avons utilisé, on va dire, de l'éclectisme. Voilà, c'est que tout dépendait de la compétence qui était à enseigner. Donc, nous, on ne se prive pas d'utiliser le modelage quand il est nécessaire. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on alterne finalement entre... on peut avoir du modelage, on peut avoir de la résolution guidée par rapport à certaines stratégies à enseigner. Je dirais qu'on essaye vraiment de switcher entre tout le panel qui est à notre disposition en fonction des compétences qu'on souhaite travailler et en fonction du moment dans l'apprentissage. Est-ce que c'est le moment où on présente cette stratégie ? Est-ce que c'est le moment où on l'entraîne, pour l'automatiser ?
tout dépend Mhm. de la compétence et puis du moment, hein, de la phase dans l'apprentissage. Mais c'est peut-être là alors que c'est le plus difficile de transférer, de passer les clés aux enseignants, parce que ça veut dire qu'il faut encore repenser, analyser les choses. On a un modèle extrêmement ouvert, donc ça laisse encore une place très très importante à l'enseignant dans ses choix. Alors nous, c'est un outil qui est vraiment clé en main, Mhm. qui est Structuré. structuré. Voilà. Alors après, de là à dire que parce que c'est clé en main, c'est structuré, les enseignants vont faire exactement ce qui est noté. Mhm. Bien sûr que non, en Mhm. fait, ça n'existe pas. Mais en tout cas, pour celui qui voudrait même suivre à la lettre, même les consignes Mhm. Mhm. sont notées. Et à chaque fois, la manière de structurer la séance, nous le justifions. Voilà, pour que ce ne soit pas fait à l'aveugle, hein, comme on le disait. Mais c'est aussi quelque chose d'important dans ce que tu dis là par rapport à notre façon parfois de former les enseignants, où on leur fait préparer des leçons à partir de rien, il faut être original. Ici, en fait, vous prenez des enseignants aguerris à qui vous donnez une solution qu'ils peuvent suivre et ils peuvent au moins s'y accrocher. Et si on veut prendre un peu de liberté, on a cette liberté, mais on sait dans quoi on joue. Exactement, exactement. Avec même parfois dans la structuration des enseignants qui nous disent « Oh là là, j'ai l'impression, les enseignants chevronnés, de redevenir débutants parce que je suis vraiment… » Et puis ils disent « Mais je l'ai transféré, tu sais, quand j'ai utilisé telle compétence, en fait, j'ai structuré de la même manière. » Donc, on sent que ça pollinise, j'aime bien ce terme-là, que ça pollinise aussi dans les pratiques ordinaires des enseignants pour voilà, enseigner d'autres compétences, mais que finalement, de goûter à cette structuration, eh bien, il le réutilise, il le transfère sur d'autres compétences. Ça peut être dans la structure de la séance ou dans la manière, le quoi, le pourquoi, le comment, de mettre en évidence la stratégie pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que, voilà, mettre un haut-parleur sur sa pensée. Comme disent d'autres. Ce haut-parleur sur la pensée, je dirais que c'est vraiment ce qui est transféré par les enseignants, par exemple en mathématiques, voilà, dans un autre domaine, et ça pollinise pas trop mal. Allez, on croise les doigts pour que la pollinisation ait lieu en juin cette année. Oui. Si j'ai bien compris, donc peut-être rendre le nom de cet outil. Donc, il s'appelle LectureDoc. LectureDoc chez Retz, oui, à partir du mois de juin. Du mois de juin, qui est dans la collection des lecteurs-lectrices. Donc, un super achat pour partir en vacances et se préparer pour la rentrée. Blague à part. Donc, mais merci beaucoup. Merci Juliette. Marc. Merci.